Vous avez déjà participé d'une cérémonie de mariage où vous avez entendu lire, ou c'était même dans l'invitation du mariage, quelques versets d'un chapitre très connu de la Bible qui parle au sujet de l'amour. C'est le chapitre de 1 Corinthiens 13 qui dit que si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien, etc. Vous avez déjà entendu parler de ce chapitre, n'est-ce pas? Très bien. Alors ce chapitre est très utilisé en des cérémonies de mariage. Par contre, 2 versets après que les personnes arrêtent de lire, parce que sont 13 versets, ce chapitre, alors les personnes lisent seulement ce que parle au sujet de l'amour, mais 2 versets après, il y a un autre verset, un autre enseignement, que moi, en particulier, je trouve que on lisait ces 2 versets au lieu des autres qui parlent de l'amour, pour beaucoup de couples, il y aurait beaucoup plus d'effet. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces 2 versets, ils sont très utiles pour les maris, pour les hommes. Ils disent comme ça, regardez ce verset. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Paul parle ici de 2 périodes qui doivent avoir un changement clair entre les 2. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, alors j'ai mis de côté les choses d'enfant. C'est-à-dire, on parle d'une ligne qui divise, sépare ces 2 périodes dans la vie d'un homme. Ces choses d'enfant sont ce qui affaiblit beaucoup d'hommes. Parce que il n'y a pas cette ligne dans la vie de beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes n'ont pas encore désisté des choses d'enfant. Ils sont des hommes dans le corps. Ces attitudes, par contre, ont toujours beaucoup de choses de son enfance. De sorte que, pour que l'homme soit fort, il doit laisser les choses propres d'enfant. Pour que vous, hommes, soyez plus forts, vous devez tracer une ligne où vous puissiez comprendre que le temps d'être un enfant, c'est passé. Les choses, les attitudes d'enfant qu'avant ont servi pour vous, maintenant, vous devez assumer une autre attitude. Vous devez enlacer quelque chose de meilleur, de plus grand. Pour que l'homme soit plus fort, il doit laisser les choses d'enfant de côté. Et je ne parle pas ici des jeux de vidéo, parce que pourtant je suis sûr que quelques-uns pourraient bénéficier de jouer moins. Mais je ne parle pas ici de jeux de vidéo ou du foot, de ces activités-là. Non, je parle de quelque chose de plus sérieux. Parce que lorsque nous parlons des choses d'enfants,
nous allons nous concentrer dans trois choses principales. Trois choses principales que nous acquérons dans l'enfance, nous principalement les hommes, même aussi les femmes, mais nous principalement, nous acquérons ces trois choses que dans la vie adulte d'un homme apportent du préjudice. Des choses qui nous font moins hommes. Je vais parler de ces trois choses. Je vais parler des trois et après je vais expliquer chacune. Ces trois choses sont, la première, nous apprenons, en tant qu'enfant, on apprend qu'un homme ne pleure pas. Ça, c'est la première chose. Un homme ne pleure pas. Deuxième chose, c'est que nous apprenons à avoir l'habitude de mentir. Et la troisième chose, dans notre enfance, on gagne plusieurs attitudes, un ensemble d'attitudes dans notre personnalité qu'on appelle de notre façon d'être. Trois choses. Un homme ne pleure pas, l'habitude de mentir et notre façon d'être. Trois choses qui arrivent quand nous sommes des enfants et qui peuvent nous rendre moins hommes dans la vie adulte. Alors nous allons parler de ces trois choses. On va parler de la première chose, c'est un homme ne pleure pas. Sûrement, même si vous ne vous rappelez pas, mais sûrement vous avez passé par là, que lorsqu'enfant, vous avez pleuré dans une situation et la mère et le père est venu et a dit arrête de pleurer. Un homme ne pleure pas. C'est quoi ça? Un homme ne pleure pas. C'est-à-dire, a été mis dans notre tête cette idée qu'un homme ne pleure pas. Un homme doit supporter. Et moi, je ne veux pas dire qu'un homme doit sortir d'ici et commencer à pleurer tous les jours. Je ne suis pas là pour défendre les pleurs, qu'il faut aller vers votre femme et pleurer. Non, je ne parle pas de ça. Je veux laisser ça clair. Un homme n'a pas besoin forcément de pleurer. Mais je veux dire quelles sont les conséquences de cet enseignement-là. C'est sûr qu'il y en a des conséquences positives. Le positif d'avoir été élevé d'une façon plus masculine, à être fort, à ne pas pleurer et affronter les choses. L'avantage, c'est que cela fortifie la raison et pas les sentiments, pas les émotions que normalement c'est plus donné aux femmes. Parce que lorsque la jeune fille pleure, alors on leur dit viens ici, viens et pleure. C'est-à-dire les petites filles sont motivées à pleurer. Il y a de la tendresse, il y a du confort quand elles pleurent. Et avec le garçon c'est différent. Alors le bon de cela, c'est que le garçon développe cette façon moins émotive d'être, plus dépendant de lui-même, de regarder les choses avec moins de sentiments. Alors cela a sa valeur. Je pense que si l'homme était si sentimental comme la plupart des femmes, cela ne serait pas bon pour lui et sûrement ne serait pas bon pour elle aussi, parce qu'on viendrait les problèmes, tous les deux allaient pleurer l'un dans l'épaule de l'autre. Qui allait prendre l'attitude? Qui allait se lever au milieu de la nuit pour voir quel bruit c'était celui-là qui était en bas dans la maison? N'est-ce pas? Alors, c'est là le côté positif. L'homme ne pleure pas. Mais l'autre côté de cela, que beaucoup d'hommes poussent jusqu'à l'extrême, c'est que cette attitude
engendre un orgueil, fortifie l'orgueil et lui empêche de chercher de l'aide. Lorsque l'homme se trouve dans une situation qui n'arrive pas à trouver la solution pour son problème tout seul, alors dans son sous-conscient vient la voix. Un homme ne peut pas montrer faiblesse, un homme ne pleure pas. Alors il garde son problème, garde sa souffrance, et même s'il était en train de mourir, il ne se plie pas, il ne cherche pas de l'aide. Et c'est comme nous avons déjà parlé ici. Pour cette raison, la plupart des couples qui ont des problèmes, c'est toujours la femme qui vient chercher de l'aide. Un homme ne vient pas chercher de l'aide. Vous savez quand est-ce que l'homme cherche de l'aide? Il cherche de l'aide quand il a tout perdu. Il est humilié, la femme l'a quitté, il est vraiment humilié. Là, il cherche de l'aide. Il n'y a pas cette attitude d'anticiper cette recherche de l'aide avant que la situation s'empire. Il veut résoudre à sa façon. Et c'est pour cela que lorsque l'homme est perdu sur la route, il ne s'arrête pas pour demander de l'aide, demander des informations. Il va encore rouler 10 kilomètres. Il ne va pas demander de l'aide. L'épouse lui dit, arrête, on va demander de l'aide. Pour elle, c'est si naturel, mais pour lui, ce n'est pas naturel. À cause de cette situation. Lorsque on parle de la relation, comment ça peut affecter la relation du couple, là, vous pouvez comprendre pourquoi, lorsque l'homme a des problèmes, il supporte en silence. La femme voit qu'il est en silence, qu'il y a des problèmes, qu'il est fâché, et demande, qu'est-ce qui arrive? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Soit un problème entre eux, un problème dehors, dans le travail. Elle demande de lui, il dit, c'est rien, il ne veut pas parler. Parce qu'il pense qu'en parlant, il va montrer de la faiblesse. Alors il essaie de résoudre les problèmes tout seul. Alors cette attitude, va affaiblir la personne, parce que vous prenez trop de temps. Rien ne frustre plus la femme que voir un homme qui a des problèmes et qui ne cherche pas de l'aide, qui ne va pas vers les problèmes. C'est-à-dire, il voit, il pense, je sais que le problème il est, je sais où est le problème, je vais le résoudre, mais il ne fait rien. Il ne fait rien pourquoi? C'est pas parce qu'il ne veut rien faire. Il ne fait rien parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et sa fierté l'empêche de chercher de l'aide. Et cela frustre la femme. Et pour cela, elle parle dans son oreille. Parle avec moi, parle avec moi. Et la relation reste sous un stress. Parce qu'il ne veut pas chercher de l'aide, il ne veut pas chercher la solution pour résoudre le problème. Alors cette attitude t'affaiblit, empêche ta croissance. Je vais montrer ici un extrait d'un film que beaucoup ont déjà assisté, un film qui s'appelle « À la recherche du bonheur ». Et dans ce film, qui est basé dans une histoire réelle, parce qu'il avait déjà plus de 30 ans, il était un père célibataire, sa femme lui avait quitté, il ne trouvait pas d'emploi,
Alors il y avait des problèmes économiques. Et vous allez voir le moment où tout a changé dans sa vie. À partir de ce problème-là, il a fait une chose qui a changé sa vie. Un instant, regardez bien dans ce moment qui a changé sa vie. Oh, super! J'aurais 2 questions pour vous. Vous êtes dans quel domaine et comment vous faites? Je suis courtier en bourse. Courtier, vous dites? Ah, ça exige d'université pour être courtier, hein? Pas nécessaire. Juste être à l'aise avec les chiffres et avec le public. C'est tout. Salut, bonne journée. D'accord, très bien. Je vous laisse ma voiture pour le week-end, mais j'en ai besoin pour lundi. Oubliez pas le parcomètre. Je me souviens encore de ce moment. Ils avaient tous l'air diablement heureux. Pourquoi je n'aurais pas l'air de ça? Il a vu un homme avec sa Ferrari et il a dit, j'ai 2 questions pour vous. Qu'est-ce que vous faites et comment vous l'avez fait? Ce moment-là a conduit sa pensée à changer. Il y avait des problèmes financiers, il était dans la rue. Mais à ce moment-là, il a demandé quelque chose. Il a cherché une information de la part de quelqu'un qui apparemment avait plus de succès que lui. Alors il a été guidé à la bonne direction. Et à partir de là, il a cherché à connaître plus ce métier. Il a travaillé, il s'est préparé. Et à la fin de l'histoire, aujourd'hui, il est milliardaire. Et pourtant, il n'a jamais étudié pour cela. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est humilié et il s'est mis à la disposition d'un autre pour l'aider. Mais pour qu'il arrive à ce point-là, il a dû gémir. Il était ruiné, pas seulement financièrement, mais moralement aussi. Son orgueil, sa fierté était brisée. Alors, brisé, il a vu la situation, il a cherché quelque chose d'autre. Alors l'homme, il est fortifié quand il comprend que souvent il doit chercher de l'aide et pas attendre d'arriver au fond du puits, ne pas prendre trop de temps pour chercher cette aide. Parce que les années passent, vous devenez plus vieux, vous perdez des opportunités, parfois vous perdez même votre mariage, votre relation, vous perdez beaucoup de choses. Pourquoi? À cause de votre fierté. Cette façon de dire, je vais trouver une solution, laisse avec moi, quand en réalité vous n'avez pas la moindre idée de quoi faire. La deuxième chose qu'un homme apprend dans l'enfance, et la femme aussi, c'est l'habitude de mentir. Vous voyez que vous qui avez des enfants, vous le savez bien, probablement vous n'avez jamais appris vos enfants à mentir. Je n'ai pas connu un parent qui a appris ses enfants à mentir. Je sais que parfois, l'enfant finit par voir ses parents mentir et c'est pas bon. Mais même avant que l'enfant puisse comprendre que la mère, le père ment, elle apprend déjà à mentir d'une façon quelconque. Vous voyez, l'enfant déjà de 3 ans, 4 ans, en train de mentir. Et souvent, elle ment pourquoi? L'enfant veut éviter
une punition, un châtiment quelconque. C'est-à-dire, l'enfant a peur. La peur, c'est une des choses qui engendre le plus de mensonges. Vous qui avez des problèmes, que votre partenaire parle des mensonges, gardez ce que je vous dis. Je ne peux pas vous parler beaucoup sur ce sujet aujourd'hui. Mais vous qui avez le vice du mensonge, c'est exactement à cause de la peur. La peur, c'est ce qui engendre le plus de mensonges. Alors, normalement, l'enfant qui a peur, pour essayer d'échapper d'une punition, ou faire ce qu'elle veut et pas faire ce que les parents veulent, elle finit par raconter un mensonge. Et qu'est-ce qui arrive? Ça devient une habitude. Et l'enfant, elle voit que parfois ça marche. Même si son mensonge va être découvert plus tard, mais si elle voit que ça va retarder la punition, c'est-à-dire aujourd'hui elle ment et elle s'échappe, même semaine prochaine va être découverte, elle a gagné une semaine de plus. Alors, dans son sous-conscient, il pense, en situation difficile, je peux mentir. Je n'ai pas besoin de parler la vérité. Je peux mentir, ça va m'aider à gagner du temps. Ou peut-être je ne sois même pas découvert. C'est sûr que cela, c'est erroné. Mais parce que ça apporte un certain résultat, alors l'enfant développe cela. Il n'y a pas d'enfant qui ne ment pas. C'est sûr que les parents, après, avec l'éducation, peuvent corriger cela. En beaucoup de cas, c'est corrigé. Mais, dans le cas de l'homme, qu'est-ce qui arrive? L'homme a cette habitude un peu plus d'avoir plus d'audace que la femme, aussi de commettre plus d'erreurs que la femme. Alors, il a plus cette habitude de mentir. Quand il grandit, il est adulte. Alors, c'est une des outils qu'il utilise pour pouvoir se débarrasser de problèmes avec la femme. Parce que pour lui, c'est plus facile. Comme nous avons reçu un couple, et la femme, elle réclamait que tu ne me dis jamais où tu vas jouer le foot avec tes amis et tu me dis rien. Tu me dis que tu es quelque part et après quand tu arrives à la maison, je découvre que tu étais ailleurs. Tu me mens. Pourquoi tu me mens? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Tu sais quoi? Si je te parlais avant d'aller là où je veux aller avec mes amis, si je te parle avant que je vais jouer le foot, par exemple, on va se disputer. Et quand je vais arriver à la maison, on va se disputer à nouveau. Alors, pour ne pas avoir ces deux disputes, je mens et je raconte la vérité seulement après. Alors, on n'a qu'une seule dispute. Alors, vous voyez que l'homme, il est plus pratique dans ce sens-là. Il pense qu'il est en train de ruiner la confiance de sa femme. Il pense seulement dans le maintenant, dans ce qui va l'apporter résultat maintenant, pour gagner quelques heures, pour ne pas me stresser au téléphone. Alors, je vais mentir. C'est-à-dire, l'homme utilise le mensonge comme un mécanisme pour se débarrasser de punitions, d'affronter sa femme, des situations désagréables. Alors, c'est sûr que ça devient une habitude. Et lorsqu'il ne résout pas ça, ça devient une habitude. Et ça va détruire la confiance du couple. Une des principales réclamations des femmes qui sont dans une relation, et même les célibataires, les principales réclamations, c'est exactement le mensonge. C'est ce qu'elles réclament le plus. Tu m'as menti. Alors, je n'ai pas besoin de vous parler
combien ça détruit le couple. Et la femme, des fois, s'énerve, se dispute sans faire le plus important. Parce qu'elle pleure, elle s'énerve quand elle découvre qu'il ment. Mais elle ne fait pas le plus important. C'était laisser le mari souffrir les conséquences. Elle pleure. Ah, tu m'as menti, tu m'as menti. Alors là, il lui dit, excuse-moi, pardonne-moi. Il fait son show là, d'un bon garçon, repenti, donne un bisou, je vais changer et tout. Et là, la femme, alors laisse aller. Et rien ne change. Et pourquoi rien ne change? Parce qu'il ne souffre pas la conséquence. Il n'y a qu'une seule espérance pour un menteur. Pour un menteur en série. C'est souffrir les conséquences de son mensonge. Alors s'il ne souffre pas la conséquence de son mensonge, il va mentir encore. Il n'est pas doute que c'est comme ça. Et c'est pas que l'homme, c'est la femme aussi. Mais s'il souffre, il a une motivation pour changer. S'il ne souffre pas, il va continuer. Il suffit de pleurer un peu, faire un petit show, et ça va continuer. Alors cette habitude, on acquiert en enfance, et beaucoup d'hommes ne se détachent pas de cela. Et la troisième chose qui affaiblit l'homme, c'est sa façon d'être. Quand il dit « je suis comme ça et je ne vais pas changer ». Moi, j'étais un champion de cela. J'ai déjà parlé sur ça. J'utilisais toujours cette même expression pour finir avec toute discussion. Je disais « je suis comme ça, c'est ma façon d'être. C'est ma façon d'être et je ne vais pas changer. C'est ton problème. » Et cela aussi, on acquiert en enfance. Ça aussi, c'est aussi une chose d'enfant. Pourquoi? Parce que les spécialistes ont déjà dit 80% de ce que nous sommes, c'est formé en nous jusqu'aux 12 ans d'âge. Ça peut changer un peu plus tard, un peu plus tôt. C'est sûr qu'après dans la vie, des expériences fortes peuvent changer beaucoup en nous. Mais d'une façon générale, 80% de ce que nous sommes a été formé jusqu'à 12 ans. Qu'est-ce qui a été formé en nous? Nos habitudes alimentaires, ce qu'on aime manger, votre façon d'habiller, votre style, ou le fait que vous n'avez aucun sens de style. Tout ça a été acquis dans l'enfance. Votre tempérament aussi, on le reçoit dans les premières années de notre vie. Vous êtes une personne trop émotionnelle ou trop détailliste. Tout cela est formé en partie par votre nature et en partie par la façon comme vous avez été élevé. La plupart de nos goûts musicaux, les sports qu'on suit, la plupart de notre vie a été formée jusqu'aux 12 ans d'âge. Même nos concepts familiaux, ce que c'est une famille, notre habilitation pour communiquer avec les autres, tout cela a été formé jusqu'à cet âge. Mes parents se sont séparés quand j'avais 13 ans. Et quelque temps après, moi aussi j'ai quitté la maison. Alors j'ai vécu avec mes parents jusqu'à cet âge-là, quand ils sont séparés. Alors, toutes les conceptions que j'ai apprises jusqu'à cet âge-là, j'ai ramené à mon mariage. Même cette question-là de ma façon d'être que j'avais. Alors, comment cela
peut affecter la relation. Lorsque vous tombez dans cette croyance que vous êtes ce que vous êtes et que vous n'allez pas changer, que vous êtes comme ça, alors qu'est-ce qui arrive? Cela, sommé à la fierté du premier cas, avec ce premier problème que l'homme ne pleure pas. En plus, cette question, c'est ma façon d'être. Alors, l'homme est rempli de lui-même. Je suis le tel, personne est meilleur que moi. Je peux avoir mes défauts, mais j'ai beaucoup plus de qualités. Il n'est pas ouvert à s'améliorer. Une chose qu'on ne peut pas concevoir dans la vie d'un être humain qui veut réussir dans la vie. Pas seulement dans le couple, mais dans tous les domaines. Dans tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on soit ouvert. Il faut qu'on cherche à évoluer. Nous allons à l'école, nous étudions des années. Et après avoir étudié, nous allons faire des formations, car dans notre profession, dans notre carrière, on ne veut pas rester derrière. Alors on cherche à s'améliorer. Alors nous comprenons cela très bien, les hommes, dans le côté professionnel. Mais lorsqu'il s'agit du caractère ou de la relation, nous devenons durs et on dit c'est ma façon d'être et je ne change pas. Et là vous devenez faible en vérité. Vous vous affaiblissez car vous ne vous ouvrez pas pour des nouvelles possibilités. Vous restez arrêté dans le temps. Quelqu'un qui ne grandit pas, ne développe pas. C'est pour cela que beaucoup de femmes avancent plus que les hommes aujourd'hui, grandissent dans le travail, dans la carrière, dans la tête. Parce que la femme, normalement, elle est plus ouverte à ces concepts, alors elle avance plus. Et l'homme se sent abandonné. Et là, la femme commence à regarder son mari. Regarde mon mari, il est arrêté dans le temps. Et cela à cause de quoi? À cause de cette question de ma façon d'être. La situation est si grave par rapport à ces 3 points-là qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants deviennent âgés sans avoir jamais devenu des hommes. Ils passent d'enfants à vieux sans avoir jamais été homme. Mais jamais il n'a été homme parce qu'il n'a jamais abandonné les choses d'enfant. Il n'a pas laissé de côté. Vous avez déjà eu certainement cette expérience que vous allez dans l'école primaire et quand vous allez là-bas et vous regardez la salle de la classe, les fenêtres, tout semblait grand pour vous. Toute votre mère, tout était grand pour vous. Plus tard, en tant qu'adulte, vous êtes retourné dans l'école ou dans la maison où vous habitiez. Et quand vous avez regardé, on dirait que tout a diminué. Le lit où vous dormez avant semblait si grand maintenant, est devenu petit. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. Alors les choses qui avant semblaient grandes quand vous étiez enfant, maintenant, semblent petits. Mais lorsque vous n'abandonnez pas les choses d'enfant, arrive l'inverse. Tout autour de vous est en train d'évoluer, grandir, et vous demeurez petit, vous demeurez derrière. Le monde court, avance, et vous restez derrière.
Le monde passe, vous devenez vieux et vous restez derrière à cause de ces choses. L'orgueil d'homme, cherche pas de l'aide, utilise du mensonge pour essayer de s'échapper. Il y a encore, il y a cette attitude, c'est ma façon d'être. En conclusion, qu'est-ce que vous avez à faire avec cette information? Qu'est-ce que vous pouvez faire, homme, que vous voulez être plus fort? Vous pouvez faire quoi pour vaincre cette question d'un homme qui ne pleure pas? Alors vous pouvez devenir un humble apprenti. Un humble apprenti. Comment je fais cela? Apprenez-moi. N'ayez pas honte de chercher de l'aide, de demander de l'aide. Devenez un humble apprenti. Vous devez mettre ça en vous. Deuxième chose, éliminez le mensonge de votre vocabulaire. Vous interdisez vous-même de mentir. Jésus a eu une solution très simple pour ça. Il a dit que la seule chose qui fait d'une personne enfant du diable, c'est le mensonge. Il a dit, vous qui mentez, votre père est le diable. Alors c'est très fort. Mon père est le diable, je ne suis pas fils de Dieu. Et Jésus parlait ça dans la Bible pour des religieux. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean chapitre 8. À ces religieux-là, Jésus a dit, vous êtes fils du diable. Alors il y a ça dans la conscience, je ne veux pas être un enfant du diable. Une partie d'être homme, c'est d'affronter la situation. Même si je dois souffrir des conséquences, je vais souffrir les conséquences. Mais je ne vais pas mentir, ne vois pas le mensonge comme une façon de trouver les choses. Et troisième, trouver une façon de changer votre façon d'être. Moi, j'ai changé ma façon d'être parce que ma façon d'être était en train de tuer mon mariage. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Faire le contraire de votre façon d'être. Par exemple, quand j'étais énervé avec ma femme, je restais quelques jours sans parler avec elle. C'était ma façon d'être. Aujourd'hui, je combats cela. Il y a des choses, des fois, qui me énervent, même si j'en arrive pas beaucoup. Mais quand il arrive un problème, je ressens encore cet énervement, mais je vais contre ma façon d'être. Je vais enlever cela de moi. Je lutte contre moi-même, contre ma façon d'être. Et comme ça, j'ai changé ma façon d'être. Alors c'est ça que vous devez faire. Vous êtes quelqu'un de trop dur, c'est d'être gentil. Si vous parlez trop peu, vous devez chercher à parler davantage, faire un effort. Vous êtes timide, et cette timidité vous empêche de former une relation. Soyez plus audacieux, faites le contraire. Soyez une seule façon de changer votre façon d'être, c'est aller contre cette façon d'être. Ah, vous dites ça, c'est facile à parler, facile de dire. C'est facile de dire, c'est difficile à faire. Vous dites c'est facile à parler, facile de dire, mais vous ne parlez même pas avec Dieu au sujet de vos faiblesses. Je n'arrive pas à faire, je veux changer, j'arrive pas. Alors parlez avec Dieu. Laissons alors les choses d'enfants derrière. Soyons plus hommes.